Je suis sorti de l'ascenseur et mes bottes ont claqué sur le froid marbre du hall. La climatisation était toujours trop forte dans mon immeuble. Mais soudain, je transpirais. Ma mâchoire était tellement serrée que mes dents me faisaient mal. Et là, ils étaient. Ma mère Margaret se tenait au centre du hall. Elle avait les bras croisés serrés sur sa poitrine, vêtue de son cher pull en cachemire, celui que je lui avais acheté pour son anniversaire l'année dernière. Elle tapait son soulier de créateur contre le sol, un son rythmé et impatient qui résonnait sur les hautes parois vitrées. Mon père, Robert, se tenait juste à côté d'elle. Il avait les mains enfoncées profondément dans ses poches. Son visage rougi d'un rouge profond et colérique. Il ressemblait à une cocotte minute sur le point d'exploser. Et légèrement derrière eux, avachi et fixant l'écran lumineux de son smartphone comme si rien de tout cela ne le concernait, se trouvait Carter, mon frère de 28 ans, le fils préféré qui n'avait jamais eu un vrai travail de sa vie. Ma mère m'a repéré la première, ses yeux fixés sur les miens, et elle n'a pas hésité. Elle s'est avancée, ses talons claquant agressivement contre la pierre. Elle n'a pas demandé comment j'allais. Elle n'a pas dit qu'elle me manquait. Elle ne s'est pas excusée de m'avoir tendu une embuscade chez moi un mardi soir. Elle s'est arrêtée à 60 cm de moi, a pointé un doigt manucuré directement sur ma poitrine et a exigé de savoir pourquoi le paiement hypothécaire de $3500 n'avait pas été viré sur son compte bancaire ce matin-là. Je suis resté là et j'ai juste regardé la femme qui m'avait élevé. Puis j'ai regardé le père qui se tenait silencieusement derrière elle, n'offrant aucune défense pour son fils aîné. Enfin, j'ai regardé le frère qui souriait narquoisement derrière l'écran de son téléphone, s'attendant pleinement à ce que je cède comme je le faisais toujours. Mon pouls martelait mes oreilles. C'était un battement de tambour régulier et assourdissant de rage pure et inaltérable. J'ai fait un pas en avant, réduisant la distance entre ma mère et moi. J'ai baissé la voix pour que le concierge et les deux voisins qui attendaient un colis de l'autre côté du hall ne puissent pas entendre les mots exacts, mais j'ai gardé un ton assez tranchant pour couper du verre. Je lui ai dit que mes jours de financement de leur mode de vie confortable de banlieue étaient définitivement terminés. Je leur ai dit de faire demi-tour et de quitter mon immeuble sur le champ avant que je ne fasse appeler la sécurité par la réception pour les faire traîner par le col de leur manteau coûteux. Mon père s'est alors avancé. Il a gonflé la poitrine, essayant d'utiliser les mêmes tactiques d'intimidation physique qui fonctionnaient sur moi quand j'étais un adolescent effrayé. Il s'est penché, son haleine sentant le café rassis, et m'a dit que j'agissais comme un enfant gâté et ingrat. Il m'a dit que la famille se soutenait mutuellement quoi qu'il arrive. J'ai ri, je n'ai pas pu m'en empêcher. C'était un son froid et creux qui me raclait la gorge. C'était si complètement dépourvu d'humour que même Carter a levé les yeux de son écran, son sourire narquois vacillant un court instant. Je ne leur ai pas dit un mot de plus. Je me suis retourné directement à l'ascenseur et j'ai appuyé sur le bouton de mon étage. Alors que les lourdes portes en acier inoxydable se fermaient, coupant la vue du visage furieux et hurlant de ma mère, un étrange et lourd sentiment de calme a envahi tout mon corps. Je ne savais pas exactement ce qui allait se passer ensuite, mais je savais une chose avec certitude absolue. La banque d'Eli était officiellement fermée pour affaires. Mais pour comprendre comment nous nous sommes retrouvés à nous crier dessus dans le hall d'un appartement de luxe, je dois vous ramener 5 ans en arrière. Je dois vous dire exactement comment je suis devenu le distributeur automatique humain désigné pour les personnes qui étaient censées m'aimer inconditionnellement. Au cours des 5 dernières années, ma vie a suivi une routine très spécifique, incroyablement épuisante. Je me réveillais à 5 heures du matin tous les matins, avant même que le soleil n'ait l'idée de se lever. Je prenais une barre granola rassis dans mon garde-manger, jetais mon par-dessus et prenais le métro bondé et glacé pour mon emploi en finance d'entreprise en ville. Je travaillais 50 à 60 heures par semaine minimum. J'étais le gars qui restait tard le vendredi pour finir les rapports trimestriels. J'étais le gars qui répondait aux emails à minuit. Je me suis donné du mal pour gravir les échelons de l'entreprise. Et finalement, j'ai gagné un salaire à 6 chiffres. Sur le papier, j'étais fantastique. J'étais un homme de 32 ans avec une solide trajectoire de carrière et un excellent titre. Mais en réalité, mon compte bancaire était perpétuellement à bout de souffle. Malgré ce salaire élevé, je vivais dans un minuscule appartement d'une chambre déprimant dans un quartier qui avait connu de meilleurs jours. Le radiateur de mon salon claquait bruyamment toute la nuit, et la fenêtre de ma chambre avait un courant d'air qui laissait le vent hivernal glacial s'infiltrer à travers la vitre. Je conduisais une berline de 10 ans avec une énorme bosse sur la portière passager que je ne pouvais jamais me permettre de réparer.
Je mangeais rarement au restaurant. Je ne prenais jamais de vacances et ma garde-robe professionnelle se composait d'exactement 3 costumes décents que je faisais tourner sans fin, les déposant au pressing bon marché en bas de la rue. Où est passé tout mon argent? Il est allé directement à la grande maison de mes parents dans la banlieue. Chaque mois, le premier du mois, comme une horloge, je me connectais à mon portail bancaire et transférais $3 500 pour couvrir leur hypothèque. Je n'ai jamais manqué un paiement, mais ça ne s'est pas arrêté là. Puis sont venus les appels frénétiques concernant la réévaluation des impôts fonciers. Puis les urgences catastrophiques soudaines. Le chauffe-eau inondant le sous-sol. Le toit fuyant après une tempête de printemps. La transmission du SUV de mon père tombant complètement en panne. J'ai tout payé. Chaque centime. Je l'ai fait parce que c'est ce qu'on vous apprend à faire. Vous prenez soin de vos parents. Vous honorez leurs sacrifices. Vous intervenez quand ils ont besoin de vous. Je me souviens d'être assis dans la salle de pause du bureau un mardi après-midi maussade, fixant sans expression une énorme feuille de calcul sur l'écran de mon ordinateur portable tout en mangeant un triste sandwich à la dinde fait maison. Ma collègue Sarah est entrée et s'est assise en face de moi. Sarah était une analyste senior comme moi. Elle était intelligente, très perspicace et ne possédait absolument aucun filtre. Elle m'a regardé me frotter les yeux épuisés et injecter de sang et a laissé échapper un soupir lourd. Elle m'a demandé sans embâche pourquoi j'avais l'air d'avoir vieilli de 10 ans au cours des 6 derniers mois seulement. Je lui ai donné l'excuse habituelle et répétée. Je lui ai dit que le travail était stressant et que je ne dormais pas bien. Sarah s'est penchée sur la table, a tapoté son ongle poli contre l'écran de mon ordinateur portable et m'a dit d'arrêter de lui mentir. Elle savait que j'envoyais la majeure partie de mon salaire à mes parents. J'avais fait une gaffe et lui avait mentionné le coût de la réparation du toit quelques semaines auparavant. Elle m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit que je me mettais en feu juste pour garder ma famille au chaud. J'ai immédiatement été sur la défensive. J'ai défendu mes parents, bien sûr. J'ai dit à Sarah qu'ils vieillissaient, que l'économie était difficile pour les retraités et qu'ils avaient désespérément besoin de mon aide pour garder leur maison. Sarah a juste secoué la tête lentement. Elle a pris sa tasse de café, s'est levée et a commencé à marcher vers la porte. Juste avant de partir, elle a lancé un dernier commentaire par-dessus son épaule. Elle a dit, « Ellie, il y a une très grande différence entre aider quelqu'un à sortir d'un fossé et le laisser construire une maison de luxe sur ton dos. » Je l'ai ignoré. Je me suis convaincu qu'elle ne comprenait tout simplement pas ma dynamique familiale. Je me suis convaincu que mes parents appréciaient vraiment mes sacrifices. Je me suis convaincu que mon travail acharné assurait ma place respectée et permanente dans la famille. Je n'aurais pas pu être plus aveugle si j'avais essayé. Alors que je me noyais dans une mer de feuilles de calcul d'entreprise, d'anxiété financière et de nuits blanches, mon jeune frère Carter vivait dans une réalité complètement différente. Carter avait 28 ans, un homme adulte selon toute définition standard, mais il vivait dans le sous-sol entièrement meublé et climatisé de la maison de mes parents. Il ne payait absolument aucun loyer. Il achetait ses propres courses peut-être 2 fois par an, et généralement seulement quand il voulait une marque spécifique de boisson énergisante que ma mère oubliait d'acheter. Il passait ses journées à diffuser des jeux vidéo en ligne à un public d'environ 12 personnes, et ses nuits à traîner avec ses amis, à aller dans les bars et à dormir jusqu'à midi le lendemain. Chaque fois que j'allais rendre visite à mes parents le week-end, l'allée avait toujours une toute nouvelle boîte de livraison posée sur le porche. Des moniteurs de jeux incurvés haut de gamme, des baskets de créateurs en édition limitée qui coûtaient plus cher que le paiement de ma voiture, des claviers mécaniques personnalisés et des pièces de performance pour un véhicule qu'il prenait rarement la peine de conduire. J'avais l'habitude de m'asseoir à la table de la cuisine et de demander directement à mes parents comment Carter pouvait se permettre ces articles de luxe sans un emploi rémunéré. Ma mère mettait toujours cette expression profondément préoccupée et blessée. Elle soupirait lourdement, posait une main délicate sur sa poitrine, et me disait que Carter était encore en train de se chercher. Elle arguait agressivement que le marché du travail était absolument brutal pour son diplôme spécifique. Un diplôme complètement inutile en communication qui lui avait pris si longues années à terminer. Un diplôme entièrement financé par le fonds universitaire que mes parents avaient complètement épuisé, ne laissant absolument rien pour ma propre éducation. J'ai dû contracter d'énormes prêts étudiants pour traverser l'université, des prêts que je rembourse encore pendant que Carter profitait d'un accès gratuit. Mon père intervenait toujours à propos. Il s'approchait, me tapait lourdement l'épaule et me disait que j'étais le fort. J'étais le fils indépendant, résilient.
Carter, affirmait-il, avait juste besoin d'un peu plus de temps et d'un peu plus de soutien pour se remettre sur pied. Cela me mettait en colère, une colère profonde et bouillonnante qui me rongeait l'estomac. Mais je l'ai ravalé. Je l'ai enterré profondément parce que faire une scène énorme me semblait être une trahison de l'unité familiale. Je pensais que maintenir la paix était mon devoir. Mais les fissures dans ma patience commençaient à apparaître, larges et indéniables. Un samedi après-midi, je suis allé en banlieue pour aider mon père à nettoyer les gouttières avant que les tempêtes d'automne n'arrivent. J'étais à 6 mètres de haut sur une échelle en aluminium branlante, couvert de feuilles humides en décomposition et de crasses noires, gelant sous le vent. Pendant ce temps, Carter était confortablement assis sur le patio chauffé, faisant défiler son téléphone et buvant un café glacé. Soudain, j'ai vu Jason, un gars avec qui j'étais ami au lycée, garer sa voiture de sport à accent graveleuil dans l'allée. Jason était un bon parleur, un gars qui cherchait toujours un coup rapide et douteux. Il s'est dirigé droit vers Carter. Ils ont fait une poignée de main compliquée et familière. Puis Carter a sorti une épaisse enveloppe blanche de sa poche et la lui a remise. En échange, Jason a remis à Carter une petite boîte en velours noir. J'ai su exactement ce que c'était dès qu'il l'a ouverte. C'était une épaisse chaîne en or personnalisée dont Carter se vantait de vouloir sur ses réseaux sociaux depuis des semaines. J'ai serré les barreaux de l'échelle jusqu'à ce que mes phalanges deviennent complètement blanches. Ma mère m'avait littéralement appelé en pleurant au téléphone 3 jours plus tôt, affirmant qu'ils n'avaient pas assez d'argent sur leur compte courant pour couvrir la facture d'électricité hivernale qui montait en flèche. J'avais transféré $500 immédiatement, mangeant des nouilles ramen le reste de la semaine pour compenser. Et voici Carter, achetant de chers bijoux en or en plein jour, juste sous mes yeux. J'ai confronté mes parents à ce sujet plus tard ce soir-là dans le salon. J'ai exigé de savoir d'où venait l'argent. Ma mère a même eu le culot de le défendre. Sa voix s'est brisée alors qu'elle disait que Carter avait besoin d'un regain de confiance pour ses prochains entretiens d'embauche, des entretiens qui, je le savais pertinemment, ne se sont jamais concrétisés. L'injustice absolue de tout cela pesait lourdement sur ma poitrine. Un poids physique étouffant que je portais chaque jour à partir de ce moment-là. Le point de rupture absolue, le moment qui a brisé toute ma vision du monde est arrivé purement par accident. C'était un samedi après-midi misérable et pluvieux fin octobre. J'avais conduit jusqu'à la maison de mes parents, sacrifiant mon seul jour de congé pour aider mon père à comprendre son nouveau scanner. Il avait acheté une imprimante tout compliquée et ne comprenait pas comment la connecter au réseau sans fil de son ordinateur portable. J'étais assis au lourd bureau en chaîne de son bureau à domicile, cliquant à travers d'innombrables panneaux de réglage et téléchargeant des pilotes obsolètes sur Internet. Mon père était debout près de la grande baille vitrée, se plaignant bruyamment du temps terrible et parlant par-dessus mon épaule d'un tournoi de golf qui passait à la petite télévision dans le coin. Une fois que j'ai enfin fait fonctionner la machine, il a désigné une pile massive de dossiers en manille posés précairement sur le bord du bureau. Il m'a demandé de les scanner dans une archive numérique sur son disque dur. Il a mentionné avec désinvolture qu'il ne s'agissait que d'anciennes polices d'assurance habitation, de cartes grises et d'anciens documents fiscaux qu'il voulait sauvegarder avant de déchiqueter les copies physiques. Je n'y ai pas pensé à 2 fois. J'ai pris le premier dossier. Je l'ai ouvert, j'ai posé les papiers froissés face cachée sur la vitre du scanner et j'ai appuyé sur le bouton vert. J'ai fait cela mécaniquement pendant environ 20 minutes, me perdant dans le son de la pluie frappant la vitre. Puis ma main a effleuré une épaisse enveloppe couleur crème, enfouie au milieu de la pile. Elle n'était pas dans un dossier. Le papier était lourd et cher. L'adresse de l'expéditeur imprimée soigneusement dans le coin supérieur gauche a immédiatement attiré mon regard. Elle provenait d'un cabinet d'avocats très prestigieux situé en centre-ville. Le nom imprimé en haut était Benjamin, un avocat spécialisé dans la planification successorale haut de gamme et bien connu. Je savais pertinemment que mes parents ne pourraient jamais se permettre ces honoraires sans puiser directement dans les fonds d'urgence que je leur envoyais chaque mois. La curiosité, sombre et insistante, a pris le dessus. Le rabat de l'enveloppe était rentré, mais elle n'était pas scellée. J'ai soigneusement sorti le papier parchemin croustillant et lourd qui se trouvait à l'intérieur. En haut de la première page, en caractères noir gras, formel et impitoyable, il était écrit « Dernier testament de Robert et Margaret ». J'ai figé. Je me suis dit que je devrais le remettre immédiatement en place. Je me suis dit que c'était hautement confidentiel et que cela ne me regardait pas. Mais la voix au fond de ma tête, la voix qui ressemblait exactement à ma collègue Sarah, m'a crié de le lire.
J'ai justifié mon indiscrétion en me rappelant que j'avais personnellement payé l'énorme hypothèque de cette maison pendant 5 longues années. J'avais payé les impôts fonciers. J'avais payé le toit au-dessus de leur tête. J'avais absolument le droit de savoir comment les choses étaient gérées pour l'avenir. J'ai parcouru les premières pages, mes yeux survolant le jargon juridique dense et les clauses standards, puis je suis tombé sur la section intitulée « Répartition des actifs ». J'ai lu le premier paragraphe une fois. Ma vision s'est brouillée. J'ai cligné des yeux, secouant la tête, et je l'ai relu. Mon souffle s'est coupé net. Les mots imprimés sur la page étaient douloureusement, dévastateurs clairs. À leur décès, la maison, les comptes d'épargne restants, les indemnités d'assurance vie, et tous les actifs physiques devaient être entièrement, à 100%, laissés à Carter. Le mot « héritage » était en gras, et juste à côté se trouvait le nom de mon jeune frère. Je n'ai pas eu de pourcentage. Je n'ai pas eu un montant symbolique. Je n'ai pas eu un seul centime. J'ai continué à lire, frénétiquement, cherchant mon nom dans le document. J'ai tourné la page suivante, mes mains tremblant si violemment que le papier lourd bruissait dans la pièce silencieuse. Finalement, je l'ai trouvé. Une seule, brève, phrase entièrement dédaigneuse, enfouie tout en bas de la 3e page. Elle stipulait en termes juridiques froids que, parce que leur fils aîné Eli était financièrement indépendant, employé et réussissait dans sa carrière, ils étaient convaincus que je n'avais besoin d'aucune partie de l'héritage. Je restais complètement figé dans le fauteuil de bureau en cuir. Le seul son dans la pièce était le bourdonnement mécanique rythmique du scanner terminant son cycle et la pluie cinglant la vitre. Un œuf froid et lourd se forma profondément dans mon estomac, propageant de la glace dans mes veines. Je veux être parfaitement clair. Il ne s'agissait pas de l'argent lui-même. Je ne voulais pas que mes parents décèdent de sitôt, et je gagnais un bon salaire par moi-même. Je pouvais survivre sans leur argent. Mais ce document juridique que je tenais dans mes mains tremblantes était une déclaration profonde et indéniable de ma véritable valeur à leurs yeux. J'étais la bête de somme. J'étais le filet de sécurité fiable. Carter était le fils bien-aimé et choyé qui méritait le royaume servi sur un plateau d'argent. Il prenait activement mon argent durement gagné chaque mois pour assurer la valeur nette de cette maison, pour ensuite la remettre directement à mon frère paresseux dès qu'il serait parti. Mon père s'est finalement détourné de la fenêtre, remarquant le silence prolongé dans la pièce. Il s'est approché, un sourire désinvolte et facile sur le visage, tenant sa tasse de café. Il a demandé si la numérisation était presque terminée pour que nous puissions prendre le déjeuner. Puis il s'est arrêté net. Il a vu exactement ce que je tenais. La couleur a complètement disparu de son visage en moins d'une seconde. Il a fait un pas en arrière en chancelant, ses yeux dardant follement vers la porte fermée du bureau. Je me suis levé lentement, poussant la chaise si fort qu'elle a claqué contre la bibliothèque derrière moi. J'ai tenu le document en l'air, ma poigne froissant le papier coûteux. Ma voix ne trembla pas. Elle était terriblement calme. Un registre grave que je ne reconnaissais même pas comme le mien. Je l'ai regardé droit dans les yeux et lui ai demandé si c'était une sorte de blague morbide. Je lui ai demandé si lui et maman s'étaient vraiment assis sur une chaise en cuir en face d'un avocat cher, payé avec mon argent, et avaient officiellement décidé que mes années de soutien financier et de sacrifice ne signifiaient absolument rien. Mon père bégaya. Il se frotta furieusement la nuque. Regardant le sol, le plafond, partout sauf mon visage, il marmonna que c'était compliqué. Il bredouilla une excuse pathétique, disant qu'il devait protéger Carter parce qu'il était vulnérable et n'avait pas la même motivation que moi. Ma mère entra dans le bureau à cet exact et terrible moment. Elle portait un plateau de thé glacé frais et une assiette de biscuits. Elle franchit la porte, vit le document serré dans ma main, et poussa un grand soupir. Le plateau s'agita violemment dans sa main. Elle le posa rapidement sur une table d'appoint et se précipita immédiatement. Prenant sa voix douce, suppliante et victimisée, elle tendit les 2 mains, essayant de toucher mon bras. « Eli, mon chéri, s'il te plaît, comprends. Tu n'as pas besoin de l'héritage, dit-elle doucement, me regardant avec de grands yeux larmoyants. Tu as un excellent travail. Tu es si intelligent et capable. Carter a tellement de difficultés. Le monde est dur pour lui. Nous voulons juste nous assurer qu'il est en sécurité et pris en charge quand nous serons partis. » J'ai retiré mon bras de son contact comme si sa peau était faite d'acide brûlant. Je les ai regardés tous les deux debout là. J'ai vu l'éclair de culpabilité dans leurs yeux.
Oui, mais sous cela, j'ai vu la justification têtue et inflexible. Ils croyaient sincèrement qu'ils avaient absolument raison. Ils croyaient sincèrement que c'était mon devoir tacite de financer l'existence future de mon frère. J'ai soigneusement, délibérément, reposé le testament au centre du bureau en chêne. J'ai regardé ma mère droit dans les yeux et j'ai dit, je comprends parfaitement. Je suis si heureux que nous ayons enfin éclairci exactement où j'en suis dans cette famille. Je n'ai pas attendu de réponse. Je suis passé devant eux, ignorant ma mère qui m'appelait. Je suis sorti par la porte d'entrée, je suis monté dans ma voiture, j'ai démarré le moteur et je suis parti sans regarder en arrière. Les 2 semaines qui ont suivi cette confrontation dans le bureau à domicile ont été absolument angoissantes. Je suis retourné à mon appartement et j'ai immédiatement verrouillé la porte. Je n'ai pas appelé mes parents. Je n'ai pas envoyé de message. J'ai complètement coupé toutes les formes de communication. Mon petit appartement s'est soudainement senti plus grand, plus vide et plus silencieux qu'il ne l'avait jamais été. Le silence était assourdissant. Chaque soir après le travail, je m'asseyais sur mon canapé usé, fixant la peinture écaillée au plafond, rejouant cette confrontation encore et encore dans mon esprit. Chaque fois que je fermais les yeux, je voyais l'encre noire de ses signatures sur ce testament. La trahison n'était pas seulement un concept émotionnel. Cela ressemblait à une douleur physique aiguë irradiant à travers mes côtes. Je gardais mon téléphone à côté de moi. J'attendais qu'il sonne. Une petite partie pathétique de moi, l'enfant intérieur qui désirait toujours désespérément une famille aimante et fonctionnelle, pensait en fait qu'ils appelleraient et s'excuseraient. Je pensais qu'ils réfléchiraient à ce qui s'était passé, réaliseraient à quel point ils m'avaient profondément et terriblement blessé, et essaieraient de corriger les choses. Je voulais entendre mon père dire qu'il était désolé. Je voulais que ma mère admette qu'ils avaient profité de moi. Mais le téléphone est resté complètement silencieux. Il jouait un jeu d'attente calculé. Connaissant mes parents, ils étaient absolument convaincus que mon départ n'était qu'une crise de colère temporaire. Ils pensaient que je me calmerais, que je resterais seul dans mon appartement, que je commencerais à me sentir horriblement coupable de les avoir contrariés, et que je finirais par les contacter. Plus important encore, ils pensaient que je me connecterais à mon application bancaire le 1er du mois et que je mettrais en place le virement hypothécaire automatique comme je le faisais toujours par pure habitude et obligation. Ils comptaient beaucoup sur mes décennies de conditionnement. Ils m'avaient entraîné pendant 32 ans à rechercher leur approbation à tout prix. Et ils pariaient leur propre maison sur le fait que mon entraînement psychologique tiendrait bon. Au travail, ma concentration était complètement brisée. Je ne pouvais pas me concentrer sur les modèles financiers devant moi. J'ai fait des erreurs négligentes et inhabituelles sur mes rapports hebdomadaires. Sarah, ma collègue, a immédiatement remarqué le changement dans mon comportement. Un jeudi matin, après avoir complètement raté une simple projection lors d'une réunion d'équipe, elle s'est dirigée vers mon bureau, m'a attrapé le bras et m'a traîné physiquement dans une salle de conférence vide au mur de verre. Elle a fermé la porte fermement, a tiré les stores et a exigé de savoir exactement ce qui se passait. Je me suis assis sur la chaise pivotante et j'ai finalement craqué. Le barrage a cédé. Je lui ai tout raconté. Je lui ai parlé de la découverte du testament sur le bureau, de l'avocat, du fait que Carter obtenait tout, et des excuses pathétiques et impudentes de mes parents. Sarah n'a pas offert de platitudes réconfortantes. Elle n'a pas tapoté ma main en me disant que la famille est tout et que le sang est plus épais que l'eau. Elle s'est penchée sur la lourde table d'acajou, m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit la dure vérité. Elle a dit que je souffrais d'un sevrage sévère. Elle m'a dit que j'étais profondément accro au rôle de bon fils fiable et que le sevrage brutal de cette dynamique toxique allait faire horriblement mal. Elle m'a averti, sa voix mortellement sérieuse, que lorsque le 1er du mois arriverait et que mes parents vérifieraient leur compte bancaire et réaliseraient qu'ils n'avaient pas reçu leur argent, le traitement silencieux prendrait fin instantanément et la véritable et horrible guerre commencerait enfin. J'ai pris une profonde inspiration tremblante, hoché la tête et préparé mon esprit à la tempête imminente. La prédiction de Sarah était terriblement précise. Le matin du 2e jour du mois, j'étais assis à mon bureau, essayant de me concentrer sur une feuille de calcul lorsque mon téléphone a vibré violemment contre le bois. J'ai baissé les yeux sur l'écran lumineux. C'était un SMS de mon père. Mon cœur a immédiatement commencé à battre un peu plus vite contre mes côtes. J'ai déverrouillé le téléphone, m'attendant sincèrement à peut-être une salutation hésitante et maladroite, peut-être une douce excuse pour ouvrir un dialogue. Au lieu de cela,
j'ai ouvert le message et les mots m'ont pratiquement frappé au visage. Le texte disait « Les impôts fonciers sont dus aujourd'hui. La banque a envoyé une alerte indiquant que le virement hypothécaire n'a pas été effectué. Corrigez cela immédiatement. » Je suis resté assis et j'ai lu ces 3 courtes phrases 3 fois. Il n'y avait pas de « Bonjour, Ellie, comment vas-tu ?» Il n'y avait pas de « Tu nous manques ». Il n'y avait absolument aucune excuse pour ce qui s'était passé au bureau. C'était un message froid, incroyablement exigeant, purement transactionnel. C'était un ordre d'un employeur arrogant à un subordonné de bas niveau. L'audace pure et inaltérable de ce texte a fait disparaître toute culpabilité persistante et pathétique que j'avais secrètement nourrie au cours des 2 dernières semaines. Ils croyaient vraiment et profondément que je n'étais rien de plus qu'un portefeuille ouvert auquel ils avaient un accès permanent. J'ai pris le téléphone. Mes doigts ne tremblaient pas cette fois. Je n'ai pas rédigé un long texte émotionnel en plusieurs paragraphes expliquant mes profonds sentiments de trahison. Je n'ai pas essayé de discuter de logique avec eux. J'ai simplement tapé une seule phrase. Je suis sûr que Carter s'en occupera puisque la maison est à lui. J'ai appuyé sur l'icône d'envoi, verrouillé l'écran et reposé le téléphone sur mon bureau. Exactement 5 minutes plus tard, mon téléphone s'est rallumé. Ma mère appelait. Je suis resté complètement immobile et j'ai regardé son nom clignoter sur l'écran jusqu'à ce que l'appel soit finalement redirigé vers la messagerie vocale. Une seconde plus tard, un SMS rapide de sa part est arrivé. « Ellie, s'il te plaît, ne sois pas comme ça. Nous devons parler tout de suite. » Je l'ai lu et l'ai ignoré. 10 minutes après cela, Carter est finalement intervenu. Son texte est apparu sur mon écran, dégoulinant du genre d'arrogance que seul un enfant favorisé pouvait posséder. « Mec, pourquoi tu fais ta grosse drama queen ? Ce n'est pas grave. Aide juste maman et papa comme tu le fais toujours. Arrête de stresser tout le monde. » J'ai serré le bord de mon bureau si fort que mes doigts se sont crispés. Une drama queen. Mon frère au chômage, paresseux, me traitait de drama queen parce que je refusais de payer des milliers de dollars pour une maison dont je venais d'être légalement et définitivement exclu de l'héritage. J'ai pris le téléphone et j'ai tapé rapidement, laissant ma colère guider mes pouces. Non, je pense que tu t'en occupes parfaitement. Tu es le fils préféré. Tu es le seul héritier. Tu paies leurs factures. Carter n'a pas raté un battement. Il a immédiatement répondu « Oh mon Dieu, tu es sérieusement encore en colère à propos de ce stupide testament ? Grandis, mec. Ce n'est que de l'argent. Juste de l'argent. » L'hypocrisie absolue était stupéfiante. Quand c'était mon argent, c'était attendu. Quand c'était son argent futur, cela n'avait soudainement plus d'importance. J'ai renvoyé ma dernière réponse. Si ce n'est que de l'argent, alors tu n'auras pas de problème à utiliser ton propre argent pour payer l'hypothèque aujourd'hui. Bonne chance avec la banque. J'ai mis mon téléphone complètement en silencieux, je l'ai retourné face contre terre sur le bureau et je suis retourné à mon écran d'ordinateur. Le pont n'était pas seulement brûlé. Je l'avais complètement fait exploser. À la fin de cette première semaine du mois, la panique dans le camp de mes parents était clairement passée de l'irritation au désespoir total. Ils avaient vérifié leur compte. Ils avaient appelé la banque. Ils avaient finalement réalisé que je ne bluffais pas et que l'argent était vraiment parti. Les factures s'accumulaient rapidement et ils n'avaient absolument aucun filet de sécurité financier parce qu'ils avaient passé des années à compter entièrement sur moi. C'est exactement à ce moment-là qu'ils ont décidé de déployer leur arme émotionnelle secrète. Mon téléphone a sonné tôt un samedi matin alors que je préparais du café. L'identifiant de l'appelant affichait un nom que je n'avais pas vu depuis des mois, Tante Clara. Clara était la sœur aînée de ma mère. Dans notre dynamique familiale, elle avait toujours joué le rôle spécifique de la pacificatrice douce et infiniment compréhensive. Chaque fois qu'il y avait une forte dispute à Thanksgiving ou une querelle familiale, Tante Clara intervenait avec un plateau de pâtisserie fraîchement cuite et des mots doux et réconfortants pour apaiser les choses. Elle sentait toujours la vanille chère et les arrière-pensées. J'ai pris une inspiration et j'ai répondu au téléphone. « Salut, Tante Clara. »« Ellie, mon doux garçon, » dit-elle immédiatement. Sa voix tremblait légèrement, épaisse de ce qui ressemblait à une véritable émotion larmoyante. « Je suis tellement incroyablement inquiète pour tes parents. Ta pauvre mère m'a appelé en pleurant hier. Elle dit que tu ne leur parles même pas Ellie, mon chéri, la famille est tout ce que nous avons vraiment dans ce monde sombre.
Tu ne peux pas abandonner ton propre sang à cause d'un morceau de papier. J'ai fermé les yeux, pincé l'arête de mon nez et frotté mes tempes. Tante Clara, s'il vous plaît, comprenez. Ce n'est pas juste un morceau de papier. C'est un document juridiquement contraignant qui représente une vie entière de manque de respect et d'exploitation. Elle soupira lourdement. Un son dramatique et essoufflé. Je sais, chérie. Crois-moi, je sais que ça te blesse, mais ils vieillissent. Les gens font des erreurs quand ils ont peur. Tu es la personne la plus grande ici, Ellie. Tu l'as toujours été. S'il te plaît, je t'en supplie. Envoie-leur juste l'argent pour ce mois-ci afin qu'ils ne perdent pas le toit au-dessus de leur tête. Tu ferais ça pour moi? J'ai en fait hésité. Je me tenais dans ma cuisine, tenant ma tasse de café, et j'ai senti le profond conditionnement de culpabilité s'activer. Elle semblait si raisonnable, si gentille. Mais avant que je ne puisse répondre et céder à ses demandes, mon appel en attente a retenti fort dans mon oreille. J'ai retiré le téléphone et j'ai vu que c'était oncle Dave, le mari de Clara. J'ai rapidement dit à Clara d'attendre une seconde et j'ai basculé les lignes. Ellie, dit immédiatement oncle Dave. Sa voix était un murmure bas, précipité et urgent, comme s'il se cachait dans un placard. Écoute-moi très attentivement. Je sais que Clara est sur l'autre ligne avec toi en ce moment. Ne donne pas un seul sou à tes parents. Pas un seul. J'étais stupéfaite. Oncle Dave, de quoi parlez-vous? Qu'est-ce qui se passe? Tes parents nous ont appelés hier et nous ont supplié pour un énorme prêt, expliqua rapidement Dave, sa voix tendue de colère. Clara a catégoriquement refusé. Elle ne veut absolument pas se séparer d'un sou de notre argent de retraite, mais elle a dit à ta mère de ne pas paniquer. Clara a promis qu'elle t'appellerait ce matin, qu'elle jouerait la gentille tante, et qu'elle te culpabiliserait pour que tu paies l'hypothèque afin que nous n'ayons pas à les voir nous redemander de l'argent. Elle est complètement d'accord pour dire qu'il te traite comme de la merde, Ellie. Elle ne veut juste pas qu'ils viennent frapper à notre porte pour de l'argent. Mon estomac s'est noué. La trahison était multicouche et écœurante. Même la soi-disant pacificatrice familiale ne faisait que manipuler mes émotions pour protéger son propre portefeuille. J'ai remercié oncle Dave tranquillement, j'ai basculé la ligne sur Clara, et je l'ai interrompu dans ses faux pleurs. Je lui ai dit d'une voix morte, plate et glaciale que si elle se souciait tant de sa famille, elle devrait écrire un chèque à mes parents de son propre chéquier. Puis, sans attendre sa réaction choquée, j'ai raccroché et bloqué définitivement son numéro. Cette séquence incroyable de manipulation nous ramène directement au hall chaotique de mon immeuble. Mes parents et Carter, de plus en plus désespérés, à court d'options et absolument furieux que tante Clara n'ait pas réussi à me faire revenir, m'avaient physiquement retrouvé. Après leur avoir livré mon dernier avertissement, leur avoir tourné le dos et être parti dans l'ascenseur, je pensais sincèrement que la confrontation était terminée. Je pensais qu'ils comprendraient l'allusion et partiraient. J'avais tort. Au moment même où les lourdes portes en acier se fermaient, mon père s'est précipité en avant. Il a glissé sa main épaisse entre les portes qui se fermaient. Le pare-choc de sécurité en caoutchouc a heurté son poignet, forçant les lourdes portes métalliques à se rétracter violemment et à se rouvrir. Il est entré agressivement dans l'espace confiné de la cabine d'ascenseur avec moi. Son visage rouge est à quelques centimètres du mien. « Tu ne nous quitteras pas » siffla-t-il. Sa respiration était lourde, et l'espace clos sentait soudain le café rassis, l'eau de Cologne chère et la panique pure et frénétique. J'ai tenu bon, refusant de reculer. J'ai planté fermement mes bottes sur le sol, appuyant mon dos contre le mur miroir de l'ascenseur. « Sors de la voiture, papa. » Tout de suite, je ne joue pas. Ma mère s'est immédiatement faufilée juste à côté de lui. Les larmes coulaient librement sur son visage soigneusement maquillé, ruinant son mascara coûteux. Ellie, nous allons perdre la maison. Tu m'entends? La banque a envoyé un dernier avis ce matin. Tu vas vraiment rester là et laisser tes propres parents devenir des sans-abri dans la rue? J'ai regardé par-dessus leurs épaules. J'ai vu Carter. Il traînait en sécurité devant les portes de l'ascenseur dans le hall, refusant lâchement de participer au combat. Il nous regardait simplement comme si c'était une émission de télévision. La vue de lui debout là a fait bouillir mon sang. Je ne vous laisserai pas devenir des sans-abri, dis-je à haute voix, projetant ma voix pour qu'elle rebondisse sur les murs du hall, m'assurant absolument que Carter entendait chaque mot. Carter vous laisse devenir des sans-abri.
Dites à votre précieux fils choyé d'aller en bas de la rue et de trouver un emploi dans un restaurant de restauration rapide. Dites-lui de vendre son équipement informatique de jeu à 5000 $. Dites-lui d'aller dans un prêteur sur gage et de vendre la chaîne en or personnalisée qu'il a achetée à Jason le mois dernier alors que vous me suppliez littéralement au téléphone pour de l'argent pour la facture d'électricité. Ma mère a haleté bruyamment, reculant comme si je l'avais frappé physiquement au visage. L'expression de mon père a instantanément changé, passant d'une colère agressive à un choc absolu, comme un cerf pris dans les phares. Il ne savait pas que j'étais au courant de la chaîne en or. Il pensait m'avoir caché ses dépenses somptueuses. Tu es incroyablement égoïste, hurla mon père, se reprenant rapidement. Il pointa un doigt tremblant et accusateur droit sur mon visage. Après tout ce que nous t'avons donné, après t'avoir élevé. Tu ne m'as rien donné, rugis-je en retour. Le volume pur de ma propre voix me surprit même. Il résonna terrifiant dans le petit ascenseur. Tu as pris. Tu as pris mon temps. Tu as pris mon argent et tu as pris ma tranquillité d'esprit pendant 5 ans. Et tu avais pleinement l'intention de continuer à le prendre jusqu'au jour de ta mort, laissant tout ce que tu possèdes à un parasite paresseux. Maintenant, sors de mon ascenseur avant que j'appelle la police. Mon père me lança un regard noir, sa poitrine se soulevant d'effort. Il réalisa que l'intimidation physique n'allait pas fonctionner. Si tu fais ça, menaça-t-il d'un ton bas, vicieux et laid. Nous le dirons à tout le monde. Nous le publierons partout sur Facebook. Nous appellerons ton patron. Nous ruinerons absolument ta réputation professionnelle. Tout le monde dans cette ville saura quel fils terrible et ingrat tu es. J'ai regardé droit dans ses yeux désespérés et colériques. Je n'ai pas cligné des yeux. Fais-le, murmurai-je froidement. J'ai tendu la main par-dessus son épaule et j'ai claqué mon poing sur le bouton du hall. Il a reculé sous le choc et les portes se sont finalement refermées, les laissant seuls dans le hall. La guerre familiale secrète était officiellement déclarée au grand jour. Les retombées explosives de la confrontation dans le hall ne sont pas restées confinées à ma vie personnelle. Elles ont saigné directement et agressivement dans mon monde professionnel. Je travaillais comme analyste financier senior dans une société d'investissement de premier plan et la pression quotidienne au travail était déjà à un point d'ébullition absolue. Notre directeur régional prenait sa retraite à la fin du trimestre et une promotion majeure, déterminante pour ma carrière, était à saisir. Obtenir ce poste s'accompagnait d'une augmentation massive du salaire de base, d'un titre de cadre et d'un pouvoir d'entreprise sérieux au sein de l'industrie. Après 3 tours de coupe, la décision finale se réduisait à exactement 2 personnes, moi et un autre analyste senior nommé Marcus. Marcus était la définition de l'impitoyable. C'était un requin saignant dans sa propre eau. Il traversait actuellement un divorce catastrophique et très médiatisé et menait une bataille acharnée et incroyablement désagréable pour la garde de ses 2 jeunes enfants. Ses frais d'avocat vidaient ses comptes bancaires plus vite qu'il ne pouvait les remplir, ce qui le rendait désespéré, privé de sommeil et incroyablement agressif pour cette promotion. C'était le genre de gars qui jetterait sa propre grand-mère sous un bus en excès de vitesse juste pour avancer. Il rôdait constamment autour de mon bureau, essayant de saper subtilement mes rapports financiers et tentant ostensiblement de s'attribuer le mérite de mes modèles prédictifs lors des réunions du conseil d'administration. J'avais besoin d'une concentration absolue pour le battre, mais ma famille était clairement déterminée à détruire ma carrière. Juste 3 jours après l'incident désagréable dans le hall de l'appartement, la réceptionniste de mon bureau, une charmante femme âgée nommée Brenda, a sonné à mon téléphone de bureau. Quand j'ai répondu, elle a semblé incroyablement mal à l'aise et nerveuse. « Ellie, dit-elle doucement, gardant sa voix basse. Ta mère appelle de nouveau la ligne principale de l'entreprise. Elle exige avec colère de parler à ton chef de service ou aux ressources humaines. Elle ne cesse de crier que c'est une urgence familiale de vie ou de mort. » Mon sang devint glacé. La menace vicieuse de mon père dans l'ascenseur de ruiner ma réputation professionnelle n'était pas un bluff. Il l'exécutait réellement. J'ai claqué mon ordinateur portable et j'ai couru dans le couloir vers la réception. Sarah m'a vu courir, a reconnu la panique sur mon visage et m'a immédiatement suivi. Quand j'ai finalement atteint le bureau de Brenda, Marcus se tenait étrangement à proximité. Il faisait semblant de consulter des dossiers imprimés, mais il se penchait clairement, écoutant la conversation de Brenda. Il avait un sourire narquois et prédateur se répandant sur son visage. Il sentait le sang dans l'eau. Il savait que j'étais confronté à une crise personnelle massive et il était absolument prêt à l'utiliser contre moi pour gagner la promotion.
J'ai arraché le lourd récepteur à Brenda et j'ai transféré de force l'appel à une ligne privée sécurisée. J'ai pratiquement couru dans un bureau vide et non éclairé et j'ai verrouillé la lourde porte en bois derrière moi. Ma mère était complètement hystérique à l'autre bout de la ligne. Elle hurlait au téléphone que la banque avait officiellement envoyé une lettre d'avertissement de saisie immobilière par courrier recommandé. Elle menaçait que si je ne virais pas l'argent dans les 10 minutes suivantes, elle appellerait Monsieur Sterling, notre PDG strict, et lui dirait que son candidat préféré abusait financièrement et abandonnait ses parents âgés. « Maman, arrête tout de suite, dis-je, ma voix tremblante de fureur contenue. Si tu appelles de nouveau ma ligne de bureau, si tu parles à mon patron, j'engagerai immédiatement un avocat et déposerai une ordonnance restrictive permanente contre toi. Je ne plaisante pas. Ne me mets pas à l'épreuve. » Elle claqua le téléphone, me raccrochant au nez. Je suis resté seul dans le bureau sombre, la tête entre les mains, sentant les murs de l'entreprise se refermer physiquement sur moi. Le stress était absolument suffocant. Quand j'ai finalement déverrouillé la porte et que je suis sorti, Sarah était de garde. Elle avait réussi à intercepter Marcus, le distrayant avec une fausse crise client et l'envoyant sur une fausse piste au service informatique pour qu'il ne puisse pas fouiner. Sarah m'a fermement saisi les 2 épaules. « Ne laisse pas ces gens te briser, dit-elle farouchement. Tu vaux mieux que ce chaos. Concentre-toi sur les chiffres. Gagne la promotion. Reprends ton pouvoir financier. » J'ai hoché la tête, enfermant mon traumatisme familial dans un coffre-fort mental. J'avais une guerre d'entreprise à gagner. J'ai pris au sérieux le conseil de Sarah et j'ai mis toute mon âme dans le travail avec une intensité maniaque et obsessionnelle. Je vivais pratiquement au bureau. Je travaillais tard dans la nuit, buvant d'innombrables tasses de café noir, affinant méticuleusement nos stratégies de portefeuille régional, analysant les tendances complexes du marché et élaborant une présentation absolument impeccable et à l'épreuve des balles pour le conseil d'administration. Chaque fois que mon téléphone portable personnel vibrait sur le bureau avec un numéro inconnu, mon cœur bondissait dans ma gorge. Je vivais dans une terreur constante que ce soit mes parents qui créaient une scène publique massive dans le hall ou ma mère qui appelle enfin Monsieur Sterling. Mais je traversais violemment la peur. J'ai transformé ma colère en arme. J'ai canalisé chaque once de trahison et de douleur de la lecture de ce document d'héritage directement dans mon éthique de travail. Le jour de la dernière révision du conseil arriva. L'atmosphère dans l'immense salle de conférence vitrée était lourde de tension. Marcus passa le premier. Sa présentation était très agressive et visuellement tapa à accent grave l'œil, pleine de mots à la mode et d'affirmations audacieuses. Mais sous la surface, elle était fondamentalement imparfaite dans son évaluation des risques à long terme. On pouvait clairement voir que son esprit était distrait par sa procédure de divorce en cours. Ses chiffres prédictifs étaient bâclés, et ses réponses aux questions du conseil étaient défensives. Puis ce fut mon tour. Je me levai, boutonnai ma veste de costume et me dirigeai vers l'avant de la salle pour faire face à Monsieur Sterling et à l'ensemble du conseil d'administration. J'ai livré la meilleure présentation de toute ma vie. Je connaissais chaque chiffre, chaque projection, chaque variable de marché possible. J'étais vif, autoritaire et complètement impénétrable. Quand j'ai finalement cliqué sur la dernière diapositive et fini de parler, Monsieur Sterling, un homme notoirement dur qui souriait rarement, m'a adressé un lent, profond et incroyablement approbateur hochement de tête. 2 jours plus tard, en fin d'après-midi un vendredi, la secrétaire de Monsieur Sterling m'a appelé dans son vaste bureau d'angle lambrissé d'acajou. Il s'est levé, s'est dirigé vers une carafe en cristal et nous a versé à tous les 2 un verre de scotch incroyablement cher. Il m'a tendu le verre, m'a regardé dans les yeux et m'a dit que ma dévotion absolue, mes compétences analytiques impeccables et ma grâce sous pression étaient exactement ce dont l'entreprise avait besoin à la haute direction. Il m'a formellement offert la promotion. J'étais officiellement le nouveau directeur régional de la gestion d'actifs. Le salaire et le package de bonus qu'il a glissé sur le bureau étaient astronomiques, bien au-delà de tout ce que j'avais jamais imaginé gagner. Je lui ai serré la main fermement, sentant une énorme vague de triomphe pur et inaltérable dissiper des mois d'anxiété. J'y étais arrivé. J'avais assuré mon avenir, et je l'avais fait entièrement par mes propres mérites. Lundi matin, je m'assis dans mon tout nouveau bureau d'angle spacieux, surplombant l'horizon tentaculaire de la ville. J'ai allumé mon terminal pour commencer à examiner le vaste portefeuille régional. J'étais maintenant directement en charge de la gestion. Un fichier numérique spécifique très signalé a immédiatement attiré mon attention.
Monsieur Sterling avait brièvement mentionné lors de notre réunion que l'entreprise avait récemment acheté un énorme lot de dettes locales en difficulté auprès d'une plus petite banque régionale en faillite. C'était une stratégie à haut risque et à forte récompense pour le trimestre à venir. Mon premier travail majeur en tant que directeur était de superviser méticuleusement la restructuration financière ou la saisie immédiate de ces actifs toxiques. J'ai cliqué pour ouvrir le fichier numérique et j'ai affiché la feuille de calcul. J'ai lentement fait défiler la longue liste de propriétés résidentielles qui étaient prévues pour un examen agressif immédiat. Soudain, mon doigt se figea sur la molette de la souris. L'adresse de rue spécifique, brillant de mille feux sur l'écran haute résolution, était une jolie maison de banlieue avec une clôture blanche. C'était la maison de mes parents. L'énorme société d'investissement que j'aidais désormais à diriger avait acheté la dette hypothécaire gravement défaillante de mes parents. Ils étaient officiellement et légalement les clients de ma société. Les sombres ombres de mon passé douloureux et la lumière brillante et puissante de ma nouvelle réalité d'entreprise venaient de se heurter violemment. Je me suis penché lentement en arrière dans mon cher fauteuil en cuir, une lente et froide prise de conscience envahissant tout mon corps. L'univers avait un sens de l'humour incroyablement sombre et poétique. Alors que je m'installais dans mon immense nouveau bureau d'angle, la situation à la maison de mes parents se détériorait rapidement en un chaos absolu. Le robinet d'argent avait été complètement fermé. Le 1er du mois est passé, puis le 15, et les comptes bancaires sont restés complètement secs. Carter, mon frère de 28 ans, qui n'avait jamais connu le sens de la difficulté financière, était soudainement confronté à une dure réalité. Il avait des factures personnelles. Il avait une énorme facture de téléphone portable, des abonnements de streaming, et pire encore, il devait de l'argent à des gens à qui on ne veut pas devoir de l'argent. J'ai découvert les détails de ce qui s'est passé ensuite bien plus tard grâce à un appel téléphonique incroyablement en colère d'oncle Dave, mais cela s'est déroulé exactement comme un mauvais film. Carter paniquait. Il n'avait plus mon salaire à siphonner. Il ne pouvait pas demander d'argent à mes parents parce qu'ils étaient actuellement submergés par les avis de retard de paiement et les avertissements de saisie immobilière. Alors Carter a fait ce que les parasites font toujours quand leur hôte se tarit. Il a trouvé un nouveau moyen de se nourrir. Il a appelé Jason. Jason était le type aux discours enjôleurs et aux vêtements tape à accent graveleuil qui avait vendu à Carter cette chaîne en or coûteuse dans l'allée quelques semaines plus tôt. Jason n'était pas seulement un type qui vendait des bijoux. C'était un type qui savait comment transformer des objets physiques en argent liquide rapide et intraçable. Un mardi après-midi, alors que mes parents étaient à une réunion stressante avec un avocat spécialisé en faillite, essayant de trouver comment sauver leur royaume de banlieue, Jason gara sa voiture dans leur allée. Il la recula juste devant la porte du garage. Carter le laissa entrer. Ensemble, ils parcoururent la maison de mes parents comme de véritables vautours. Ils ne prirent pas tout, juste les choses que mes parents ne remarqueraient pas immédiatement. Ils prirent les coûteux clubs de golf vintage de mon père à l'arrière du garage. Ils prirent une boîte de l'argenterie de ma mère qu'elle ne sortait que pour Thanksgiving. Ils allèrent même dans le bureau à domicile et prirent le lourd et coûteux scanner et imprimante tout-en-un, la même machine exacte que j'avais utilisée pour découvrir le document d'héritage qui avait déclenché toute cette guerre. Jason emballa tout dans le coffre de sa voiture, donna à Carter une mince pile de billets de $20, prenant une énorme part pour lui-même, et s'éloigna. Carter utilisa l'argent pour payer ses dettes immédiates et acheter des jeux vidéo, pensant sincèrement qu'il avait résolu ses problèmes. Bien sûr, l'illusion ne dura pas. 3 jours plus tard, mon père entra dans le garage pour prendre ses clubs de golf pour une partie du week-end. Il ne pouvait de toute façon pas se permettre de jouer. L'explosion qui suivit secoua toute la maison. Ma mère déchira pratiquement l'endroit à la recherche de son argenterie. Ils confrontèrent Carter dans la cuisine. Ils l'acculèrent dans un coin, hurlant, exigeant de savoir si quelqu'un était entré par effraction. Carter s'effondra instantanément. Il n'avait pas une once de courage. Il commença à pleurer, mais il ne prit pas le blâme. Il regarda mes parents, les larmes coulant sur son visage, et il me pointa du doigt directement. Il cria qu'il mourait de faim. Il cria que son téléphone allait être coupé et que sa vie allait être ruinée. Et puis il prononça les mots magiques qui manipulèrent parfaitement la logique tordue de mes parents. Il dit, si Ellie ne nous avait pas abandonnés, si Ellie avait simplement payé sa part des factures comme un bon fils, je n'aurais pas été forcé de faire ça juste pour survivre. Il m'a poussé à ça. Et la partie la plus répugnante de toute l'histoire, mes parents l'ont réellement cru. Ils n'ont pas mis Carter à la porte.
Ils n'ont pas appelé la police pour Jason. Ma mère a serré Carter dans ses bras, lui a frotté le dos et lui a dit qu'il comprenait. Ils ont complètement redirigé toute leur colère, toute leur honte et toute leur peur sur moi. Dans leur esprit, je n'étais pas seulement le fils qui avait cessé de payer l'hypothèque. J'étais le monstre qui avait forcé mon pauvre frère vulnérable à une vie de petit larcin. 2 semaines après l'incident du vol, la réalité de la saisie a finalement frappé mes parents. La banque ne jouait plus. Les derniers avis avaient été livrés. Leur seule option restante était de se rendre à l'énorme société d'investissement d'entreprises qui avait récemment acheté leurs dettes en difficulté et de supplier physiquement pour un plan de refinancement à haut risque. Ils avaient besoin d'un miracle et ils devaient s'incliner pour l'obtenir. C'était un mardi matin. Je me tenais dans le hall vitré de mon siège social en centre-ville. Les sols étaient en marbre blanc poli. Les bureaux de sécurité étaient en acier brossé. Tout le bâtiment bourdonnait de richesse, de pouvoir et de conséquences. Je portais un tout nouveau costume anthracite sur mesure. Je tenais une élégante tablette numérique à la main, révisant les chiffres du portefeuille du matin en attendant que M. Sterling descende de la suite exécutive pour que nous puissions nous rendre ensemble à une réunion du conseil. Les lourdes portes tournantes en verre tourbillonnèrent et mes parents entrèrent dans le hall. Je les repérai instantanément. Ils semblaient complètement déplacés dans ce temple imposant de la finance d'entreprise. Mon père portait un vieux costume bleu marine mal ajusté qu'il n'avait pas mis à jour depuis la fin des années 90. Les revers étaient trop larges et il semblait incroyablement mal à l'aise. Ma mère portait son meilleur pull en cachemire et son seul sac à main de créateur, essayant désespérément de projeter une aura de stabilité bourgeoise aisée qui n'existait plus. Carter, étonnamment, s'était traîné hors du lit pour les accompagner. Il portait un jean foncé et une chemise boutonnée froissée, ressemblant à un adolescent traîné au bureau du directeur. Ils s'approchèrent du grand bureau de réception, l'air incroyablement intimidé. Je me tenais à environ 9 mètres, parfaitement immobile, les observant. Je ne me suis pas caché. J'ai juste attendu. Mon père a fini de parler à la réceptionniste. Il s'est retourné pour inspecter le hall et ses yeux se sont fixés directement sur les miens. Il a figé. Il a tapoté ma mère sur l'épaule et a désigné. Elle s'est retournée, m'a vu debout là, et sa posture a immédiatement changé. L'intimidation a fondu, remplacée instantanément par une confiance arrogante et mal placée. Ils pensaient avoir le dessus. Ils ont marché directement sur le marbre vers moi. Carter traînait paresseusement derrière eux. « Eh bien, dit mon père, s'arrêtant à quelques mètres. Il me regarda de haut en bas, remarquant le costume coûteux, mais son cerveau refusa de traiter ce que cela signifiait réellement. Il croisa les bras sur sa poitrine. « Regardez qui c'est. Laissez-moi deviner. Tu t'es finalement fait virer pour ton horrible attitude et maintenant tu travailles à la réception ici. » Ma mère laissa échapper un rire moqueur et aigu. Ou peut-être qu'il est ici pour demander un prêt. Robert, peut-être que son style de vie fantaisiste l'a finalement rattrapé. Regardez-le tenir cette tablette comme s'il dirigeait l'endroit. Je n'ai pas cligné des yeux. Je n'ai pas élevé la voix. Je les ai juste regardés avec un calme absolu et glaçant. Je ne suis pas ici pour un prêt, papa. Et je ne travaille pas à la réception. Carter ricana bruyamment, levant les yeux au ciel. Mec, arrête de faire ton intéressant. On sait que tu n'es qu'un comptable glorifié. Pourquoi es-tu même dans ce bâtiment? Nous avons une réunion très importante avec le directeur régional pour sauver notre maison, alors écarte-toi de notre chemin. Ils étaient si incroyablement aveugles. Ils se tenaient au cœur de mon empire, et ils pensaient toujours que j'étais la saleté sous leurs chaussures. J'ai serré les bords de ma tablette. Mon cœur battait à un rythme lent et puissant contre mes côtes. Vous avez une réunion avec le directeur régional de la gestion d'actifs, demandai-je, ma voix dangereusement douce. Concernant l'hypothèque en défaut de la propriété en banlieue, mon père plissa les yeux. Comment savez-vous cela? Oui, nous le faisons. Et quand nous expliquerons notre situation, ils vont restructurer notre prêt. Alors écarte-toi, Ellie. Nous avons des affaires importantes à régler. Vous pensez vraiment qu'ils vont restructurer un actif toxique pour une famille sans argent liquide, avec des économies épuisées et un chômeur de 28 ans à charge, demandai-je calmement. Le visage de ma mère devint écarlate. N'osez pas parler de votre frère comme ça. Le directeur comprendra notre situation familiale.
Ils ont des programmes pour les gens comme nous. Des gens qui ont été financièrement abusés par leurs propres enfants égoïstes. J'ai hoché la tête lentement. J'ai laissé le silence s'étirer pendant 3 longues secondes. Je voulais qu'ils se souviennent de ce moment précis pour le reste de leur vie. À cet instant, l'ascenseur exécutif privé a sonné fort derrière moi. Les lourdes portes en acier brossé se sont ouvertes et Monsieur Sterling est sorti dans le hall. Il portait un costume bleu marine impeccable à fines rayures, projetant une autorité absolue. Il m'a vu debout là et s'est dirigé rapidement vers moi, portant un porte-document en cuir. Mes parents l'ont immédiatement reconnu comme quelqu'un d'important. Mon père a redressé sa posture, essayant d'avoir l'air respectable. Ma mère a affiché son meilleur, faux, sourire poli. « Ellie » dit Monsieur Sterling doucement, s'approchant juste à côté de moi. « Sommes-nous prêts pour la réunion d'examen trimestriel ?» Avant que je ne puisse répondre, mon père s'est avancé, tendant agressivement la main vers Monsieur Sterling. « Excusez-moi, monsieur. Mon nom est Robert. Voici mon épouse, Margaret. Nous avons un rendez-vous à 10 heures pour voir le nouveau directeur régional de la gestion d'actifs concernant une restructuration hypothécaire. Pourriez-vous nous indiquer son bureau ?» Monsieur Sterling s'arrêta. Il regarda la main tendue de mon père, mais ne la prit pas. Il regarda ma mère, puis Carter, et enfin il me regarda. Un air de confusion totale et absolue traversa ses traits acérés. « Je suis désolé, Robert. » « C'était bien ça, » dit Monsieur Sterling, sa voix polie, mais incroyablement froide. Il tourna légèrement son corps, me désignant directement d'une paume ouverte. « Je n'ai pas besoin de vous indiquer son bureau. Le directeur régional se tient juste devant vous. Ellie a été promu à ce poste vendredi dernier. Il gère tous les actifs résidentiels en difficulté pour l'ensemble de la côte est. » Le silence qui tomba sur le hall fut absolu. Il était profond. On aurait pu entendre une seule épingle tomber sur le sol en marbre. La main tendue de mon père retomba lentement le long de son corps. La couleur s'échappa complètement de son visage, le laissant ressembler à un fantôme malade. Sa mâchoire se relâcha physiquement. Il me fixa, les yeux écarquillés d'une terreur que je n'avais jamais vue auparavant. Ma mère laissa échapper un petit halètement étouffé. Elle fit un pas en arrière en trébuchant, une main s'élevant pour couvrir sa bouche. Son sac de créateur glissa de son épaule et tomba au sol avec un bruit sourd. Carter resta figé. Il regarda Monsieur Sterling, puis moi, et son cerveau court-circuita complètement. Le sourire arrogant disparut de son visage, remplacé par la réalisation paniquée d'un animal piégé. J'ai baissé les yeux sur l'élégante tablette numérique que je tenais. J'ai tapoté l'écran une fois, affichant leur dossier de cas spécifiques. Je ne les ai pas regardés. J'ai gardé mes yeux fixés fermement sur les données. J'ai examiné votre demande de restructuration hypothécaire, dis-je, ma voix résonnant fort dans l'espace silencieux. Ce n'était pas la voix d'un fils. C'était la voix d'un cadre d'entreprise tenant la hache du bourreau. Votre ratio dette-revenu est entièrement insoutenable. Vos fonds d'urgence sont inexistants. Sans un salaire vérifié à 6 chiffres élevés soutenant ce prêt, vous êtes un risque de défaut garanti. En tant que directeur régional de cette entreprise, je suis lié par une politique d'entreprise stricte. J'ai enfin levé les yeux. J'ai regardé droit dans les yeux terrifiés de mon père. Votre demande de refinancement est officiellement refusée, dis-je froidement. La procédure de saisie se poursuivra immédiatement. Vous avez 30 jours pour quitter la propriété. Bonne matinée. Je leur ai tourné le dos. Je suis parti, me mettant au pas de Monsieur Sterling. Je n'ai pas regardé par-dessus mon épaule. Je n'avais pas besoin de le faire. Je pouvais sentir leur dévastation absolue rayonner à travers le hall. J'ai entendu ma mère commencer à sangloter bruyamment, un son aigu et désespéré de défaite totale. J'ai entendu mon père perdre complètement son souffle. Je suis entré dans l'ascenseur exécutif. Les portes se sont refermées et j'ai senti un poids que je portais depuis 32 ans disparaître complètement de mes épaules. Si je pensais que la confrontation dans le hall était la fin absolue de la guerre, je sous-estimais gravement la capacité de mes parents à des représailles toxiques. Lorsque des personnes désespérées sont acculées dans un coin, elles ne se rendent pas avec grâce. Elles s'en prennent aveuglément, espérant entraîner tout le monde dans la boue avec elles. 2 jours après avoir formellement refusé leur demande de prêt à la firme,
mon téléphone a commencé à vibrer follement sur mon bureau. Ce n'étaient pas mes parents qui appelaient. C'était une avalanche de notifications de Facebook. Je n'utilisais que rarement la plateforme, la gardant principalement active pour rester en contact avec quelques amis universitaires et des membres de ma famille élargie hors de l'État. Mais soudain, mon téléphone explosait de tags, de messages directs et de commentaires en colère. Je me suis connecté et mon estomac s'est immédiatement noué. Ma mère avait fait sauter la bombe. Elle avait posté un énorme essai en plusieurs paragraphes sur son profil public, me taguant, tante Clara, oncle Dave, et au moins 50 autres membres de la famille et amis de la famille. Le message était un chef-d'œuvre de manipulation émotionnelle. Elle n'a pas mentionné la saisie immobilière. Elle n'a pas mentionné le document d'héritage. Elle n'a certainement pas mentionné que Carter avait volé son argenterie. Au lieu de cela, elle a dépeint une image de tragédie absolue. Elle a écrit comment elle et mon père avaient tout sacrifié pour m'élever. Elle a écrit comment j'étais devenu obsédé par la cupidité des entreprises, complètement consumé par l'argent et le pouvoir. Elle a affirmé que dans leurs dernières années, alors qu'ils luttaient contre des problèmes de santé et une économie difficile, leur fils aîné riche et prospère les avait brutalement et sans cœur abandonnés pour mourir de faim dans les rues. La section des commentaires était un véritable brasier. Des personnes à qui je n'avais pas parlé depuis une décennie attaquaient agressivement mon caractère. Des cousins éloignés me traitaient de sociopathe. Des amis de la famille écrivaient de longs paragraphes sur la honte qu'ils avaient de me connaître. Tante Clara, fidèle à sa nature hypocrite, a commenté une série d'émojis pleurant et a écrit, priant pour que le cœur froid d'Élie s'adoucisse, la famille et tout. Je me suis assis à mon bureau, lisant les commentaires toxiques, et j'ai ressenti cette vieille envie familière de me cacher. J'ai ressenti l'envie de supprimer mon compte, de me cacher dans l'ombre et de les laisser contrôler le récit juste pour éviter une confrontation publique. Mais ensuite, je me suis souvenu de la sensation de me tenir dans ce hall, tenant cette tablette et revendiquant mon propre pouvoir. Je me suis souvenu que Sarah m'avait dit de ne pas les laisser me briser. Je ne me suis pas dérobé. Je suis parti en guerre. J'ai ouvert le tiroir du bas de mon bureau. J'en ai sorti un épais et lourd dossier en manille. Il contenait 5 années complètes de relevés bancaires méticuleux, chaque virement hypothécaire de $3,500, chaque facture d'électricité, chaque paiement d'impôt foncier, chaque virement de fonds d'urgence. J'ai pris des photographies claires et haute résolution de chaque page. Puis j'ai sorti la photographie que j'avais prise du document d'héritage sur le bureau de mon père, laissant explicitement tout à Carter et m'excluant spécifiquement parce que j'étais une réussite financière. J'ai créé une nouvelle publication publique. Je n'ai pas écrit un long essai émotionnel pour me défendre. Je l'ai gardé brutalement factuel et entièrement dévastateur. J'ai écrit, pendant 5 ans, j'ai sacrifié ma propre vie, vivant dans un appartement délabré et conduisant une voiture cassée pour payer secrètement l'énorme hypothèque de la maison de mes parents. J'ai dépensé des centaines de milliers de dollars pour les maintenir à l'abri. Le mois dernier, j'ai découvert un document juridiquement contraignant où il laissait secrètement cette même maison et chaque sou qu'il possédait à mon frère de 28 ans au chômage, stipulant spécifiquement que j'étais exclu parce que je gagnais trop à mon travail. Il s'attendait à ce que je paie pour une maison que je ne posséderais jamais afin de financer un frère qui refuse de travailler. J'ai cessé de payer. Maintenant, la banque saisit. Je n'abandonne pas ma famille. Je démissionne simplement de ma position forcée de leur distributeur automatique personnel. Les reçus sont ci-dessous. J'ai joint les photos des virements bancaires. J'ai joint la photo du document d'héritage. J'ai tagué ma mère. J'ai tagué mon père. J'ai tagué Carter. Et puis j'ai tagué tante Clara, ajoutant une note spéciale. Tante Clara, puisque la famille est tout, je suis sûr que vous allez vous occuper de payer leur hypothèque ce mois-ci. Comme vous avez promis à oncle Dave que vous ne le feriez pas. J'ai appuyé sur « Publier ». J'ai désactivé mes notifications. J'ai fermé mon ordinateur portable. Le silence qui a suivi était le plus doux que j'ai jamais entendu. Les retombées de ma publication sur les réseaux sociaux furent immédiates, explosives et entièrement satisfaisantes. Je n'ai pas eu à me défendre dans la section des commentaires parce que les preuves parlaient d'elles-mêmes. Les mêmes cousins éloignés et amis de la famille qui m'avaient attaqué une heure plus tôt sont soudainement devenus complètement silencieux. Plusieurs personnes ont supprimé leurs commentaires en colère. Quelques-uns m'ont même envoyé des messages privés s'excusant abondamment, admettant qu'ils n'avaient aucune idée que j'avais financé tout le mode de vie de mes parents.
Mais la meilleure réaction est venue d'oncle Dave. Il a sauté dans la section des commentaires directement sous les émojis pleurant de tante Clara. Il l'a exposé publiquement, écrivant « Clara, arrête de faire semblant de pleurer. Tu as littéralement dit à Margaret que tu ne leur donnerais pas un sou de notre argent et tu t'es vanté d'avoir piégé Ellie pour qu'il le paie. Tu es aussi mauvaise qu'eux. » L'humiliation fut absolue. Tante Clara a supprimé tout son compte Facebook moins de 20 minutes plus tard. Ce soir-là, alors que j'étais assis dans mon salon, savourant un dîner tranquille, mon téléphone portable a sonné. Ce n'était ni un texto ni un message Facebook en colère. C'était un appel téléphonique direct de mon père. J'ai fixé l'écran pendant longtemps. Une partie de moi voulait l'ignorer, mais une autre partie de moi savait que si je voulais une clôture absolue, je devais terminer cette conversation selon mes propres conditions. J'ai pris le téléphone et j'ai appuyé sur accepter. Allô, dis-je, ma voix complètement plate. Mon père respirait lourdement à l'autre bout. Il semblait brisé. Il n'avait plus l'air en colère. Il avait l'air d'un homme qui avait enfin réalisé qu'il se tenait au fond d'un très grand trou qu'il avait creusé lui-même. En arrière-plan, j'entendais ma mère sangloter bruyamment, le genre de pleurs profonds et hystériques qui proviennent d'une panique sincère. « Ellie, dit mon père, sa voix se brisant. Ellie, s'il te plaît, tu dois retirer cette publication. Tout le monde nous appelle. Les amis de ta mère lui tournent le dos. Les gens du country club l'ont vu. Nous sommes entièrement ruinés. » Vous vous êtes ruiné vous-même, répondis-je calmement. J'ai juste allumé les lumières. S'il te plaît, supplia mon père, abandonnant complètement sa fierté. Nous allons arranger ça. Je te le jure, Ellie, nous appellerons l'avocat demain matin. Nous déchirerons complètement ce document d'héritage. Nous le réécrirons. Nous te donnerons 50% de tout. Nous te donnerons toute la maison. S'il te plaît, appelle ta firme. Arrête la saisie immobilière. Donne-nous un prêt. Tu as le pouvoir d'arrêter ça. Je l'ai écouté supplier. J'ai écouté l'homme qui m'avait traité d'égoïste. L'homme qui avait menacé de détruire ma carrière. Pleurant au téléphone pour un renflouement. Il y a un an, l'entendre pleurer m'aurait brisé le cœur. Maintenant, ça me rendait juste incroyablement fatigué. Papa, dis-je lentement, m'assurant qu'il entendait chaque syllabe. Tu ne comprends toujours pas, n'est-ce pas? Tu penses que c'est une négociation? Tu penses que tu peux me racheter avec la promesse d'une maison en ruine et d'un testament réécrit? Je ne comprends pas, bégaya Théil. Nous te donnons ce que tu veux. Non, tu ne le fais pas, dis-je. Je n'ai jamais voulu votre argent, papa. Je ne voulais pas la maison. J'ai gagné mon propre salaire. J'ai bâti ma propre vie. Tout ce que j'ai toujours voulu, c'était une famille qui me respectait. Je voulais des parents qui m'aimaient autant qu'ils aimaient Carter. Je voulais que vous voyiez ma valeur en tant que fils, pas en tant que compte bancaire. Et vous avez échoué. Vous avez complètement échoué. Ellie, nous t'aimons, hurla ma mère depuis l'arrière-plan. Vous aimez mon portefeuille, l'interrompis-je, ma voix s'endurcissant comme de l'acier. Vous ne me voulez que maintenant parce que la banque prend votre maison et que tout le monde sait ce que vous avez fait. Vous ne voulez pas un fils. Vous voulez un renflouement et je suis à court d'argent. S'il te plaît, hurla mon père désespéré. Tu es notre sang. Le sang signifie juste que nous sommes liés, dis-je calmement. Cela ne fait pas de nous une famille. Ne rappelez plus jamais ce numéro. Ne contactez pas mon bureau. Si vous venez à mon immeuble, je vous ferai arrêter pour intrusion. C'est la fin, papa. Au revoir. Je n'ai pas attendu qu'il réponde. J'ai retiré le téléphone de mon oreille et j'ai appuyé sur le bouton rouge, fin d'appel. Je suis allé dans les paramètres de mon téléphone et j'ai bloqué définitivement leurs deux numéros. J'ai bloqué Carter. J'ai bloqué la ligne fixe de la maison. J'ai posé mon téléphone sur la table basse. Je me suis dirigé vers la fenêtre, j'ai regardé les lumières de la ville briller dans l'obscurité et j'ai pris une grande, incroyablement profonde inspiration. L'air avait un goût pur. La guerre était finie. J'avais gagné ma liberté. Le temps est une chose étrange. Lorsque vous êtes piégé dans un cycle toxique, les jours semblent incroyablement longs, s'étirant à l'infini sous le lourd fardeau de l'obligation et de l'anxiété. Mais lorsque vous vous débarrassez enfin du poids mort,
lorsque vous sortez enfin de l'ombre et que vous entrez dans la lumière du soleil, le temps s'accélère, guérit, construit et avance. Une année entière s'est écoulée depuis que j'ai raccroché ce téléphone et que j'ai bloqué définitivement ma famille de ma vie. Cette année a été la période la plus productive, la plus paisible et la plus transformatrice de toute mon existence. Sans l'encre écrasante de 3500 $ par mois tirant mon compte bancaire vers le bas, ma situation financière a explosé. Le salaire massif et la structure de bonus de mon nouveau poste de directeur régional sont en fait restés en ma possession. Je ne l'ai pas gaspillé en voiture de luxe ou en bijoux coûteux. J'ai utilisé mon expertise. J'ai pris mes économies et j'ai acheté un magnifique duplex moderne dans un quartier en plein développement. J'ai vécu dans l'unité supérieure, qui avait des fenêtres du sol au plafond et un immense balcon, et j'ai loué l'unité inférieure, créant un flux constant de revenus passifs. J'ai finalement réparé la bosse de ma voiture, acheté une toute nouvelle garde-robe professionnelle et même pris 2 semaines de vacances en Italie, quelque chose dont j'avais rêvé de faire depuis l'université, mais que je n'avais jamais pu me permettre. Plus important que l'argent, ma santé mentale s'est stabilisée. Je ne me réveillais plus à 3 heures du matin avec le cœur qui s'emballait. Terrifié par un message texte d'urgence de mes parents. Le bourdonnement constant de faible niveau d'anxiété qui avait été le bruit de fond de toute ma vie d'adulte avait complètement disparu. Je me suis entouré de personnes qui me valorisaient réellement. Sarah, ma brillante collègue qui m'avait poussé à me défendre, est devenue l'une de mes amies les plus proches en dehors du bureau. Nous passions nos week-ends à organiser des barbecues sur mon nouveau balcon, à parler du marché, à rire fort et à profiter de la vie. J'ai construit une famille choisie, un réseau d'amis et de collègues qui respectaient mes limites, célébraient mes succès et ne m'ont jamais traité comme une ressource transactionnelle. J'étais enfin vraiment heureux. Mais même si j'avais tourné la page, l'univers a une drôle de façon de s'assurer que le karma finisse par équilibrer les choses. Je n'ai jamais cherché activement des informations sur mes parents. Je n'ai pas espionné leurs réseaux sociaux et je n'ai pas posé de questions autour de moi, mais la nouvelle m'a quand même trouvé. C'était un samedi après-midi frais de fin d'automne. J'étais assis sur mon balcon, buvant une tasse de café haut de gamme et lisant un journal financier quand mon téléphone a sonné. L'identifiant de l'appelant affichait Oncle Dave. Je ne lui avais pas parlé depuis l'énorme coup de gueule sur Facebook il y a 1 an, principalement parce que je voulais garder une coupure nette avec tout l'arbre généalogique. Mais Dave avait été le seul à m'avertir de la manipulation de tante Clara. Alors, je lui devais un peu de respect. J'ai répondu à l'appel. « Ellie » dit Dave. Il semblait fatigué, plus âgé que dans mes souvenirs. « J'espère que je ne vous dérange pas. »« Pas du tout, oncle Dave, dis-je, posant mon journal. C'est bon d'entendre votre voix. Comment allez-vous ? Je survis. Il rit sèchement. Écoutez, je sais que vous avez coupé le contact avec vos parents, et je respecte cela complètement. Vraiment. Vous avez fait ce qu'il fallait, mais j'ai senti que vous méritiez de savoir comment les choses se sont arrangées. Vous méritez de connaître la fin de l'histoire. Je me suis penché en arrière sur ma chaise, regardant l'horizon de la ville. Je n'ai pas ressenti de pic d'anxiété. J'ai juste ressenti une légère curiosité détachée. D'accord, dites-moi. Dave a pris une profonde inspiration. Ils ont perdu la maison, Ellie. Ils se sont battus pendant quelques mois, ont essayé de déclarer faillite, mais sans vos revenus pour les soutenir. La banque n'a montré aucune pitié. Un agent immobilier nommé Chloé s'est occupé de la vente aux enchères. Ils ont été officiellement expulsés il y a 6 mois. J'ai hoché la tête lentement, prenant une gorgée de mon café. Je m'en doutais. Qu'en est-il de Carter ? Le fils préféré a-t-il finalement pris ses responsabilités et trouvé un emploi pour les sauver ? Dave a laissé échapper un rire amer et laid. Carter ? Non. Carter a fait exactement ce que tu avais prédit. Lorsque l'avis d'expulsion est arrivé, ton père a réussi à réunir environ 5 000 $ en vendant le reste de ses outils décents et son vieux camion. Il a mis l'argent dans un coffre-fort dans la chambre pour l'utiliser comme caution pour un appartement de location bon marché. Dave a fait une pause, laissant le silence peser lourdement sur la ligne. Carter a trouvé la clé du coffre-fort. Il a fait une valise, a volé chaque dollar de cet argent d'urgence et a disparu au milieu de la nuit. Il les a complètement abandonnés. Il ne répondrait pas au téléphone. Ils n'ont pas eu de nouvelles de lui depuis 8 mois. Le garçon à qui ils avaient tout donné, le garçon pour qui ils avaient fait cet héritage,
les a dépouillés et s'est enfui dès que les choses sont devenues difficiles. Un sentiment froid et dur de justification s'installa dans ma poitrine. Ce n'était pas de la joie. C'était juste la confirmation absolue que j'avais eu raison depuis le début. Ils avaient nourri un parasite, et ils furent choqués quand il se nourrit d'eux à son tour. Où sont-ils maintenant? Demandai-je calmement. Ils n'avaient plus rien, dit Dave doucement. Ils louent un minuscule appartement d'une chambre délabrée dans le lointain quartier de la ville. Les rumeurs de divorce courent, mais ils ne peuvent pas se permettre un avocat pour se séparer. Ton père travaille de nuit comme agent de sécurité dans un entrepôt. Il a 68 ans, patrouillant un périmètre en béton par un froid glacial. Et ta mère, elle a pris un emploi de caissière dans cette chaîne de supermarchés discount près de l'autoroute. Ils sont complètement ruinés, Ellie. Ils sont épuisés et ils sont complètement seuls. J'ai remercié oncle Dave pour la mise à jour. Nous avons discuté quelques minutes de plus avant de raccrocher. Je suis resté assis sur mon balcon pendant un long moment, regardant le soleil se coucher lentement sur la ville. Je pensais que je ressentirais un énorme flot de triomphe. Je pensais que je voudrais célébrer leur chute, mais je ne l'ai pas fait. J'ai juste ressenti une profonde pitié. Ils avaient échangé un fils qui aurait déplacé des montagnes pour eux. Tout cela pour un voleur paresseux qui les a laissés sans absolument rien. Ils ont fait leur lit et maintenant ils devaient s'y coucher. Je pensais que l'appel téléphonique avec oncle Dave serait le chapitre final absolu de ma connexion avec eux. Mais la vie aime les coïncidences dramatiques. Un mois plus tard, les fêtes approchaient. Mon entreprise parrainait une immense collecte de nourriture caritative pour un refuge local. Je me suis porté volontaire pour gérer la logistique. Je devais acheter des articles non périssables en gros, des centaines de boîtes de soupe, d'énormes sacs de riz, des boîtes de pâtes pour maximiser le budget caritatif. J'ai loué un SUV et je suis allé au grand supermarché discount de l'est de la ville, celui qu'oncle Dave avait mentionné. Honnêtement, je n'ai pas pensé que ma mère y travaillait. C'était une énorme chaîne, et les chances de la rencontrer me semblaient incroyablement minces. J'ai rempli 2 chariots entiers d'articles lourds en vrac. Je les ai poussés vers l'avant du magasin, cherchant une caisse ouverte. Le magasin était bondé. Les lumières fluorescentes bourdonnaient bruyamment au-dessus, et l'odeur de cire bon marché remplissait l'air. J'ai trouvé une file d'attente courte et j'ai poussé mes chariots en avant. Je regardais mon téléphone, vérifiant un email de Sarah, attendant que le client devant moi finisse de payer. Le client a pris ses sacs et est parti. J'ai poussé mon chariot jusqu'au tapis roulant et j'ai finalement levé les yeux vers la caissière. C'était elle. Ma mère se tenait derrière la caisse. Elle portait un gilet en polyester bleu bon marché et mal ajusté sur une chemise délavée. Ses cheveux, qui étaient parfaitement coiffés dans des salons chers toutes les 2 semaines, étaient attachés en un chignon désordonné et frénétique. Le lourd maquillage de créateur avait disparu, révélant les cernes profonds et sombres sous ses yeux et les nouvelles lignes de stress sévères gravées sur son visage. Elle semblait avoir vieilli de 10 ans en une seule période de 12 mois. Elle avait l'air épuisée. Elle avait l'air complètement vaincue. Elle a tendu la main pour prendre une énorme boîte de soupe sur le tapis. Alors qu'elle la tirait vers le scanner, elle a levé les yeux pour regarder le client. Ses yeux ont rencontré les miens. L'énorme boîte de soupe a glissé de sa main tremblante. Elle a heurté le plateau métallique du scanner avec un grand bruit violent, bosselant le côté en aluminium. Nous nous sommes regardés à travers la barrière en plastique bon marché. Le silence entre nous était plus lourd que tout ce que j'avais jamais vécu. J'ai vu 100 émotions différentes traverser son visage fatigué en l'espace de 3 secondes. J'ai vu le choc. J'ai vu une onde profonde et accablante. J'ai vu l'espoir désespéré et pathétique que peut-être je dirais quelque chose. Peut-être que je tendrais la main. Peut-être que je la sauverais de cette misérable réalité qu'elle avait créée pour elle-même. Elle a ouvert la bouche, ses lèvres tremblantes. « Ellie » murmura-t-elle. C'était un son brisé, fragile. Je l'ai regardé. J'ai regardé la femme qui m'avait vu sacrifier ma jeunesse, mon argent et ma tranquillité d'esprit pendant 5 ans, pour tout céder secrètement à un frère qui l'a finalement dépouillé. J'ai regardé le gilet bleu. J'ai regardé la boîte de soupe Bosley. Je ne ressentais plus de colère. La rage brûlante qui m'avait alimenté pendant 1 an avait complètement disparu. Mais je ne ressentais pas non plus d'amour. Je ne ressentais pas l'envie de la sauver. Je ne ressentais absolument rien.
Le puits émotionnel était complètement et définitivement asséché. Je n'ai pas dit un seul mot. Je n'ai pas souri et je n'ai pas froncé les sourcils. J'ai simplement tendu la main, saisi la poignée de mon lourd chariot, l'ai tiré en arrière et me suis calmement détourné. Je me suis dirigé vers la caisse automatique, 3 allées plus loin. J'ai scanné mes propres articles. J'ai payé avec ma propre carte de crédit. J'ai emballé mes propres sacs. En sortant par les portes coulissantes en verre et en entrant dans la lumière vive et glaciale du soleil d'hiver, j'ai pris une profonde inspiration. J'ai chargé les courses dans mon SUV, démarré le moteur et je suis retourné vers la ville, vers ma vraie vie. Je n'ai plus jamais regardé en arrière.